Alors, mes chers amis, j'ai donc l'immense plaisir d'ouvrir mes séminaires avec le professeur Jean-Marc Moura, professeur de littérature francophone et de littérature comparée à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. C'est en France. Des fois que vous chercheriez, vous penseriez que je l'aurais ramené des États-Unis. Non, c'est en France. Alors, il est également, entre autres, le co-directeur de l'Observatoire des littératures françaises et membre de l'Institut universitaire de France, promotion 2012. Il a reçu plusieurs distinctions, dont en 2003, le prix de la Fondation nationale allemande Alexander von Humboldt, excusez mon allemand, et a été fellow de l'Académie royale flamande de Belgique à Bruxelles, lauréat notamment du programme européen EURIAS 2011-2012. Parmi ses ouvrages qui font désormais autorité sur les études coloniales, beaucoup d'entre eux m'ont servi aussi dans l'écriture et de mes leçons inaugurales et des autres cours parce qu'il a beaucoup écrit sur l'exotisme. Notons par exemple l'image du tiers-monde dans le roman français contemporain qu'il avait publié en 1992, mais aussi la littérature des lointains, histoire de l'exotisme européen au XXe siècle, aux éditions Champion en 1998, ou alors Exotisme et lettres francophones, c'est celui que je suis en train de lire actuellement, publié en 2003, le dernier en date, Le sens littéraire de l'humour, publié en 2010 aux éditions PUF. Non, le dernier, c'est celui-là, Littérature francophone et théorie postcoloniale. Tout à fait. En 1999, vous pouvez trouver réédité chez Quadrige, 3e édition, en 2013. Parallèlement, il suit aussi un parcours de romancier, ce qui fait bien pour moi d'inviter à la fois quelqu'un qui est dans la recherche, mais qui est aussi dans la création, ce qui me permet de ne pas être trop isolé. Et je pense que nous partageons en commun cette passion aussi pour l'écriture. Il a donc, si vous voulez découvrir ou si vous avez déjà lu 3 de ses romans, Une légende de Bangkok, paru chez Albin Michel en 1986, Gandhara, paru chez Phébus en 2000, ou La musique des illusions, j'aime bien le titre, de chez Albin Michel, paru il y a 2 ans, en 2014. Aujourd'hui, bien entendu, il est venu parler de ces questions de la post-colonie, des études littéraires francophones post-coloniales, de leurs origines qui étaient anglophones, et comment le transfert se fait justement dans le monde francophone, africain, pas seulement africain, la manière dont ces études justement littéraires francophones post-coloniales rencontrent l'institution de la francophonie, le renouvellement qu'elles vont permettre pour l'étude des textes, et ainsi que les critiques qu'on peut faire et les perspectives d'avenir de ce domaine. Ce qui veut dire que vous entendrez une fois de plus résonner les noms de Senghor, les noms de Césaire, de Kourouma, de Kateb Yassine, d'Oyono, Ferdinand, d'Amadou Ampateba, de Soni Laboutansi, etc. À la fin, donc, il nous laissera quelques minutes, comme ça vous poserez les questions et nous pourrons avoir une discussion dans laquelle tous les deux nous pourrons intervenir. Donc je vais sagement laisser la parole au professeur Jean-Marc Moura. Je vais prendre la position de l'étudiant que j'étais il y a quelques années en France, m'asseyant, prenant note, buvant les paroles de Jean-Marc Moura. Merci et on peut l'applaudir. Merci. Merci Alain de me faire le plaisir de m'inviter ici et puis de me donner le plaisir et l'honneur de m'adresser à vous. Il est très difficile de succéder à Alain Mabanckou parce que je n'ai pas son éloquence, je n'ai pas non plus sa veste, Geoffrey Sand, et donc je vais essayer de vous parler des études littéraires postcoloniales. Donc vous l'avez compris, je pense, depuis le temps que vous suivez le cours d'Alain, au XXe et au XXIe siècle, les littératures africaines constituent l'un des grands événements littéraires mondiaux, véritablement au plan mondial.
Et la question donc s'est posée, on peut décrire leurs thématiques, on peut décrire leurs origines, on peut décrire également les trajectoires des auteurs qui forment ces littératures, mais la question s'est posée de leur étude, comment rendre compte de ces littératures qu'on disait d'abord émergentes, comment faire leur histoire, comment distinguer les œuvres remarquables des œuvres moins intéressantes, comment expliquer également le rapport des auteurs au contexte africain, européen, américain. Donc, comment finalement penser leur intégration au patrimoine littéraire mondial. Est-ce qu'on allait faire comme on avait fait pour les littératures européennes, c'est-à-dire transférer les méthodes historiques et critiques européennes sur les littératures africaines, ou est-ce qu'il fallait trouver quelque chose qui s'adapte à la spécificité de celles-ci? Et précisément, les études postcoloniales, ce qu'on appelle les études postcoloniales, que j'ai mis ici en guillemets, permettent de penser cela. Vous le savez peut-être, les études postcoloniales sont un des grands domaines de renouvellement des études littéraires africaines, mais pas seulement, des 30 dernières années. Ce sont des théories d'origine anglophone, et d'ailleurs non pas au départ américaine ou états-unienne, comme on supposerait, mais plutôt venues d'Australie et d'Inde, mais en tout cas anglophones. Et donc je voudrais aujourd'hui vous les présenter rapidement et montrer leur pertinence pour l'étude des littératures africaines. En soulignant d'abord qu'à l'exception des départements d'anglais, on comprend pourquoi, les perspectives postcoloniales en France se sont heurtées à un soupçon très français envers la théorie américaine, ce démon de la théorie dont a parlé Antoine Compagnon par ailleurs, les Français n'ayant pas la tête théorique ou quand ils l'ont, l'ayant beaucoup trop. On peut expliquer également ce soupçon. Le postcolonialisme est lié au monde ambigu des post-structuralisme, postmodernisme, etc. Et donc, postcolonialisme a pu être perçu d'abord comme le dernier terme en vogue venant répondre à l'automatisme culturel de la nouveauté. Il faut toujours être en avance d'une mode théorique. Et donc, post, en effet, de ce point de vue-là, on peut accepter la critique, peut correspondre à une manière facile de dire ce qui n'est plus, sans être en mesure de caractériser ce qui est. Et aujourd'hui, ce soupçon perdure, mais les études postcoloniales s'implantent tout de même en France. En outre, il y avait un autre problème, c'était le problème du transfert de critiques anglophones vers le domaine francophone, car la politique coloniale des Britanniques n'a pas été du tout la même que celle des Français, et donc les deux contextes étaient assez différents. Néanmoins, ce que Edward Said, qui était un professeur de littérature comparée à Columbia, appelait les théories voyageuses, peuvent trouver un accueil beaucoup plus favorable lorsqu'elles passent d'un contexte à un autre, et c'est le cas pour le postcolonialisme. Alors ces débats sur le colonial et le postcolonial ne sont pas ignorés en France, comme vous le savez probablement. Il y a deux types de retours actuellement sur la colonisation. Le premier, en France, c'est un examen critique des données coloniales, accompli sur le mode scientifique, mais aussi sur le mode militant. Et l'histoire et la mémoire du fait colonial entretiennent alors des rapports compliqués, comme en témoigne la loi de 2005, dont vous vous souvenez probablement, sur l'œuvre positive de la France, sans doute parce que l'effort d'intelligibilité a été pris de vitesse par des expressions revendicatives publiques. Et puis il y a un second abord des théories coloniales, c'est un retour symptomatique en France provenant de la difficulté à affronter les éléments du passé colonial. À l'heure où la République française institue une journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition, le 10 mai, à l'heure où elle crée un musée des arts et des civilisations non occidentaux, le musée du Quai Branly, et à l'heure également où elle fonde une cité de l'histoire de l'immigration. Bref, on peut dire que l'influence des postcolonialismes, si au départ elle a été contrée, se fait désormais sentir dans nombre de secteurs de la recherche en France, en sciences sociales, en sciences humaines, et donc les travaux sur la mémoire coloniale et sur l'institution imaginaire des identités collectives se développent. On pourrait dire que les sciences humaines et sociales se postcolonialisent, et ce faisant, elles s'exposent en France à une double critique qui est très très française, verser dans la repentance ou bien diviser la République en pointant vers le communautarisme.
Donc je me propose de revenir sur les aspects les plus saillants de ces postcolonialismes pour voir comment on peut les intégrer à nos études littéraires africaines. D'abord, qu'est-ce que l'étude littéraire postcoloniale? Est-ce qu'il est encore besoin de justifier les études postcoloniales? Je citerai un auteur, un critique suisse, Bouddha Temad. Aujourd'hui, plus de 80% des populations des pays développés, Europe sans l'ex-URSS, Amérique du Nord, Japon, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, ont un passé colonial, soit comme ex-colonisateurs, soit en tant qu'ex-colonisés. Quant au tiers-monde, les 2/3 de ces 4 milliards d'habitants trouveraient dans leur manuel d'histoire un chapitre au moins consacré à la colonisation. Bon. Et on peut continuer, hein. Le fait colonial est avec la révolution néolithique et la révolution industrielle l'une des ruptures majeures de l'histoire de l'humanité. Au plan des relations internationales, où se fait sentir l'héritage colonial? Il a produit des configurations étatiques complexes. Le cas de l'Afrique en témoigne abondamment. La politique étrangère de beaucoup d'États aujourd'hui est influencée par l'histoire coloniale. Le déficit d'intégration des populations immigrées dans certains pays occidentaux provient pour partie de l'histoire coloniale. La mémoire collective des pays est infléchie par l'histoire de l'expansion impériale et les rapports de domination qui survivent parfois après la colonisation sont souvent liés à cette histoire coloniale. Quant à la définition occidentale de la mondialisation, comme modèle économique, politique, juridique, on s'aperçoit qu'elle possède nombre de traits qui étaient au principe même de l'entreprise coloniale à la fin du XIXe siècle. Ça, c'est pour le domaine politique. Pour le domaine littéraire, l'héritage colonial concerne l'organisation de l'édition mondiale. Vous avez des éditions anglophones extrêmement puissantes, des éditions francophones extrêmement puissantes, et on vient d'ailleurs d'en parler. Et les réseaux ne sont pas les mêmes, et ces réseaux proviennent directement de l'histoire coloniale. L'héritage colonial concerne également les dispositions lectoriales. On lit tel ou tel domaine africain, tel ou tel auteur africain, par rapport à l'histoire que notre pays a entretenue avec l'Afrique. Cet héritage colonial concerne également les usages des codes linguistiques et littéraires, les modes de représentation du réel, bref, la décolonisation, comme l'a signalé la Tunisienne Elie Beji, est une expérience fondamentale de la conscience moderne. Et donc, en réalité, on devrait moins s'interroger sur la légitimité des études postcoloniales que sur l'étonnante légèreté d'approche de la littérature qui prétendrait ne pas tenir compte de ces faits. Et la difficulté, vous le voyez, c'est donc d'intégrer le fait colonial, un fait massif, pluriel, irréfutable, à nos études littéraires et d'essayer à partir de là de penser une histoire de la littérature. Alors, petite précision orthographique, lorsqu'on parle de postcolonial, il s'agit moins de présenter un concept historique. Bon, après tout, ce ne serait pas plus arbitraire que, vous savez, la division par période française, c'est-à-dire on divise par siècle pour aborder la littérature, mais il s'agit moins de présenter un concept historique qu'une perspective sur la littérature qui renvoie aux lettres naissant dans un contexte marqué par la colonisation ou qui entretiennent un certain rapport avec celle-ci. Et donc, il y a en général une distinction orthographique à faire. Post, trait d'union colonial, désigne simplement le fait d'être postérieur à la colonisation. De ce point de vue-là, nous sommes dans une époque post-coloniale. La colonisation a pratiquement disparu de la surface du globe. Et post-colonial en un seul mot, donc la critique postcoloniale par exemple, se réfère à des pratiques de lecture et d'écriture intéressées par les phénomènes de domination, d'hégémonie, et plus particulièrement par les stratégies de mise en évidence, d'analyse et d'esquive du fonctionnement des idéologies impérialistes. Donc, la critique postcoloniale aborde une situation d'écriture avec ses présupposés et ses options formelles. Et comme l'écrivent des grands théoriciens du postcolonial, ce livre de Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, donc des Australiens, The Empire Writes Back, donc vous voyez d'où vient le jeu de mots, évidemment, Theory and Practice in Postcolonial Literatures, ça a été traduit en français, mais bon, je vous donne l'original. Donc, il précise que ces littératures postcoloniales ont en commun, au-delà des spécificités régionales, d'avoir émergé dans leur forme présente
de l'expérience de la colonisation et de s'être affirmé en mettant l'accent sur la tension avec le pouvoir colonial et en insistant sur la différence par rapport aux assertions du centre impérial. Bref, ce qu'on considère, ce sont des modes d'écriture, d'abord polémiques à l'égard de l'ordre colonial, avant de se caractériser par le déplacement, la transgression, le jeu, la déconstruction des codes européens. L'histoire de ces post-colonialismes remonte à l'époque des décolonisations, donc dans les années disons 40 à 60, et des dynamiques intellectuelles qui en naissent. La période de Bandung, le sommet des non-alignés, 1955, et de l'essor du tiers-mondisme. Et elle trouve ses origines donc dans le questionnement des générations de la post-indépendance, relayée par l'entrée d'immigrants venant de régions naguère colonisées dans les collèges des États-Unis et du Commonwealth. Et donc ces étudiants qui viennent de régions naguère colonisées vont commencer à poser des questions liées à leur histoire. Et notamment, ils vont s'interroger sur l'actualité géopolitique de la littérature. Ils vont se demander, mais comment se fait-il que le canon des grandes œuvres littéraires du monde soit un canon purement eurocentrique ou occidentalocentriste et qu'on exclut les trois quarts des littératures sous prétexte qu'elles viennent du tiers-monde. Et donc le propos central qui va émerger dans les années 60, avant de s'affirmer vers 1980, va se concentrer sur cette configuration particulière des rapports entre savoir et pouvoir colonial et de ces rapports entre histoire littéraire et histoire coloniale. Dans le domaine francophone, le projet renvoie à des écrivains bien connus d'alors, dont vous avez déjà parlé d'ailleurs, Albert Memmi, Frantz Fanon, Léopold Sédar Senghor ou Aimé Césaire, ou Léon Gontran Damas. Et donc, vous le voyez, la perspective postcoloniale naît d'un sens politique de la critique littéraire. Généralement, lorsqu'on parle de sens politique de la critique littéraire, on a tendance à penser aux romans à thèse et aux romans idéologiques, et on se dit que c'est un mauvais usage. Mais en fait, le grand romancier italien Italo Calvino avait coutume de distinguer deux bonnes manières d'associer littérature et politique. La première, c'est que la littérature va donner une voix à qui n'en a pas, va donner un nom à ce qui n'a pas de nom, et spécialement à ce que le langage politique cherche à exclure. On peut penser par exemple à des auteurs comme le Sénégalais Sembène Ousmane ou le Camerounais Mongo Betty. Soit, deuxième cas, la littérature est capable d'imposer des modèles de langage, de vision, d'imagination, créant des types de modèles valeurs qui sont esthétiques et éthiques, et qui sont essentiels pour tout projet d'action, spécialement politique. On peut songer à la négritude, dont vous avez déjà parlé. On peut songer également à l'image des indépendances africaines, puis des combats interafricains qu'a proposé Amadou Kourouma. Et donc, vous voyez, les études postcoloniales s'efforcent de rendre justice aux conditions de production et au contexte dans lesquels s'ancrent ces littératures, et elles évitent ainsi de traiter ces littératures comme de simples extensions des lettres européennes. Alors, si on se rapporte au découpage présenté par Antoine Compagnon dans Le démon de la théorie, les études postcoloniales sont à la fois une critique, une théorie, une critique, une histoire et une théorie. Une théorie parce qu'elle commence par interroger la théorie littéraire occidentale et par se demander, mais au fait, pourquoi vous ne parlez jamais des littératures africaines? Une critique parce qu'elle va essayer de distinguer les œuvres les plus intéressantes des œuvres qui le sont un peu moins. Et puis une histoire, eh bien, tout simplement parce qu'il va s'agir de faire l'histoire des littératures africaines ou d'autres littératures postcoloniales. Et donc, elle détermine un triple travail sur les textes, qui est présenté par John MacLeod. Premièrement, la lecture de textes écrits par des auteurs venant de pays marqués par l'histoire coloniale. Deuxièmement, la lecture de textes écrits par ceux qui ont immigré, donc la lecture d'auteurs de la diaspora, et la relecture de textes écrits pendant la colonisation et qui sont concernés ou non par l'histoire coloniale a priori. Alors maintenant, comment cette critique postcoloniale rencontre-t-elle les littératures africaines? D'abord, la critique postcoloniale rencontre cette institution aussi bien linguistique que littéraire qu'est la francophonie. Vous savez que la France a une grande tradition d'interventionnisme linguistique.
C'est-à-dire qu'en France, depuis l'édit de Villers-Cotterêts, 1539, on a toujours cherché, le gouvernement, le pouvoir a toujours cherché à influencer la langue. Le cas le plus connu et le plus radical, c'est le cas de la Révolution. La Révolution s'est confrontée au plurilinguisme de la France et l'abbé Grégoire avait à ce moment-là présenté à la Convention un, je cite, « rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française. » Interventionnisme linguistique radical, anéantir les patois. Bon. Aujourd'hui, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, dont vous avez ici la carte, dont les orientations sont déterminées par le sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui s'inscrit dans cette tradition d'interventionnisme linguistique, sans être, évidemment, nécessité oblige, aussi rigide que pouvaient l'être les révolutionnaires. L'Organisation internationale de la francophonie, donc l'OIF, c'est une organisation politique qui a pour centre un fait linguistique. Et comme la langue française aux yeux des révolutionnaires, le français ne se réduit pas à une fonction d'expression d'un contenu, le français a un rôle prospectif, la langue doit créer cette communauté qu'on postule au niveau mondial. Et donc la formule comment justifier cette francophonie, vous verrez d'ailleurs qu'il y a des pays qui sont présentés comme francophonicides, mais si vous allez dans la rue dans ces pays, si vous parlez français, vous ne risquez pas d'être compris. Mais bon, selon la terminologie officielle, les pays qui appartiennent à cette organisation ont le français en partage. Ça veut dire que dans ces pays et dans certaines situations de communication entre deux locuteurs, le français fait partie des langues envisageables. Alors cette francophonie officielle, elle exalte fréquemment l'universalisme, mais en général, elle fait de la France le centre du monde et de Paris le centre de la France, alors que les études postcoloniales mettraient plutôt en avant un français conçu comme une langue au pluriel et donc dépourvu de centre évident. Fénelon, au XVIIe siècle, remarquait déjà que notre idiome, je cite, « n'est qu'un mélange de grec, de latin et de tudesque, avec quelques restes confus de gaulois. » Fin de citation. Il faudrait désormais y ajouter nombre d'éléments africains, orientaux et caribéens, et puis également cesser de considérer l'anglais comme un ennemi mortel. Alors ces soupçons sur la francophonie, que la critique postcoloniale également met en évidence, ont été exprimés par un manifeste dont a parlé Alain Mabanckou, le manifeste publié à l'appel de Michel Lebris et Jean Rouault en faveur d'une langue française qui serait libérée de son pacte exclusif avec la nation. Et donc, le manifeste appelait l'avènement d'une post-francophonie qui serait de fait une francophonie générale. C'est-à-dire, plutôt que de consacrer le partage littérature française, littérature francophone, c'est-à-dire d'un côté un élément important du prestige national, la littérature, et de l'autre un ensemble un peu vague de littérature, il faudrait appeler l'ensemble des littératures francophones, la littérature française comme les autres. Un écrivain algérien, Abdelkader Djemaï, a bien résumé ce soupçon sur les littératures francophones, enfin sur l'ensemble des littératures francophones. Oui, donc Abdelkader Djemaï résumait cela en disant lorsqu'on voit un Espagnol qui parle français, Jorge Semprún, lorsqu'on voit un Grec qui écrit en français, Vassilis Alexakis, un Russe qui écrit en français, Andrei Maïkin, ou un Anglais qui écrit en français, Théodore Zeldin, on s'exclame « voilà un cosmopolite ». Lorsqu'il s'agit d'un Sénégalais ou d'un Algérien, on s'exclame « voilà un immigré ». Et ça résume bien le problème, le soupçon qui pèse sur la francophonie. Alors, les études postcoloniales déterminent plusieurs types de travaux, comme je l'expliquais, sur les littératures africaines. D'abord, une histoire des littératures en français ou une histoire littéraire de l'Afrique. À cet égard, il y a un ouvrage qui est important, me semble-t-il, qui est vraiment intéressant, c'est l'ouvrage d'Alain Ricard qui s'intitule « Littérature d'Afrique noire », qui a été publié en 1995 et qui est une étude d'ensemble des littératures africaines, littérature en langues européennes et littérature autochtone.
l'histoire également de l'exotisme européen est une histoire postcoloniale, au sens où, merci, voilà, l'ouvrage d'Alain Ricard qui est intéressant, et également l'histoire de l'exotisme européen, parce que l'exotisme européen est concerné plutôt par une révolution advenue au XXe siècle, la révolution de la décolonisation, et le changement de regard de l'Europe sur les autres pays, et notamment les pays ex-colonisés. Avec la décolonisation, de nouveaux thèmes s'affirment, et singulièrement la dénonciation d'une certaine tradition exotique ou coloniale. Et dans Orphée noir, la préface de Jean-Paul Sartre à l'anthologie de la poésie nègre et malgache de Léopold Sédar Senghor, le philosophe décrivait à la fois la fin du privilège du regard européen sur l'ailleurs et l'avènement d'une parole noire sur l'Afrique, qui succédait précisément aux modèles exotiques dépassés. Je cite Sartre, « Car le blanc a joui 3000 ans du privilège de voir sans qu'on le voie. Il était regard pur. La lumière de ses yeux tirait toute chose de l'ombre natale. » Fin de citation. Et donc Sartre amorçait ainsi l'analyse du passage d'un exotisme européen, profondément colonial selon lui, à des littératures postcoloniales. Et il écrivait donc ceci dans la préface aux Damnés de la Terre de Frantz Fanon. « Il n'y a pas si longtemps, la Terre comptait 2 milliards d'habitants, soit 500 millions d'hommes et 1,5 milliard d'indigènes. Les premiers disposaient du verbe, les autres l'empruntaient. » Fin de citation. Donc Sartre n'a pas détaillé les formes pouvant naître de ces conditions nouvelles, mais ces faits expliquent pourquoi l'histoire de la littérature exotique est particulièrement intéressante. Elle se trouve au cœur d'une réorganisation de l'imaginaire européen de l'altérité. Un autre travail qu'appelle la critique postcoloniale, c'est le travail sur la conscience linguistique. La conscience linguistique, c'est un concept qui est dû à Harald Weinreich et qui désigne la présence de la langue dans la conscience des écrivains. Vous allez me dire que pour tout écrivain, la langue est importante et donc présente à sa conscience. Mais elle est beaucoup plus importante pour des écrivains qui, parfois, n'ont pas le français comme langue maternelle et qui, souvent, sont bilingues, voire trilingues. Et le choix de la langue, à ce moment-là, est crucial, beaucoup plus important, en tout cas, que chez un auteur monolingue. Et l'auteur africain est très souvent un passeur de langue, c'est-à-dire qu'il maintient la tension entre deux idiomes, soit par un paratexte, beaucoup de romans, de récits africains sont complétés soit par des notes de bas de page, soit par un glossaire. Par exemple, Karim, roman sénégalais d'Ousmane Sosé Diop, est complété par un glossaire qui comprend plus de 80 notes donnant le sens d'un mot. À la fin de The Interpreters, donc les interprètes de Wole Soyinka, Wole Soyinka donne un glossaire d'expression yoruba, tout comme Amadou Ampateba en conclusion de L'étrange destin de Vangrin. Il tente ainsi de pallier l'étrangeté d'un texte qui parfois et souvent même a des termes africains. Parfois, l'auteur africain également crée une véritable interlangue, c'est-à-dire qu'il parle dans les deux langues qu'il connaît, souvent sa langue maternelle et une autre langue, il crée alors une langue personnelle et tout à fait remarquable, ce qu'en anglais on appelle third code, donc un troisième code entre les deux idiomes qu'il parle. Lorsqu'on évoque cela, l'interlangue, on parle d'un auteur que vous avez déjà vu, je crois, Amos Tutuola, de Paul Moine Drinkard, donc L'ivrogne dans la brousse. On peut également parler de Sosa Boy, de Ken Saro-Wiwa, qui observe à propos de son personnage Sosa Boy la chose suivante, je cite. « La langue de Sosa Boy est ce que j'appelle de l'anglais pourri, soit un mélange de pidgin nigérian, de mauvais anglais, avec quelques éclairs de bon anglais et même d'anglais idiomatique. Cette langue est désordonnée et déréglée. Elle prospère en l'absence de loi et elle fait partie de la société disloquée et dissonante dans laquelle Sosa Boy vit. Cet anglais pourri, ce rotten English, comme dit Saro-Wiwa, restitue en fait une langue populaire qui est la langue parlée au Nigeria et qui permet d'entendre véritablement la parole de l'Afrique présente.
Pour les littératures francophones, évidemment, lorsqu'on parle d'interlangue, on cite à bon droit Les Soleils des Indépendances d'Amadou Kourouma, qui, en fait, interprète en malinké le monde français en supprimant, donc le malinké, sa langue maternelle, en supprimant toute frontière linguistique entre le français et le malinké. Et donc cette interlangue, elle marque un passage, en fait, un nouveau rapport au français. Une certaine génération d'écrivains africains a pu être du côté des bons écoliers, c'est-à-dire de ceux qui parlaient un français correct, et un français même hyper correct, pour être publiés en France. Avec Kourouma, on a un autre rapport au français, un rapport dépouillé de tout souci de normes, et pour véritablement parler d'une manière africaine. L'interlangue, en ce sens, est un des grands domaines d'études des études postcoloniales. La pratique la plus soupçonneuse à l'égard de la langue européenne, c'est l'autotraduction. Et vous avez ici un exemple, l'exemple de Ngugi wa Thiong'o, kényan, qui a traduit son roman donc Kaetani Mutalaba Ini en anglais, Devil on the Cross. L'autotraduction donc se justifie au plan polémique. Il s'agit d'instaurer un clivage très net entre l'identité autochtone africaine et puis les systèmes de domination issus d'Occident, dont la langue. Les études postcoloniales travaillent également sur la thématique. C'est une étude évidemment très diverse et infinie. Il y a une infinité de thèmes et Alain Mabanckou en a développé certains lors de son dernier cours. Je ne prendrai qu'un exemple ici, celui de la satire et de l'humour. La satire de la société coloniale ou postcoloniale est fréquente dans le roman africain. Par exemple, dans L'étrange destin de Vangrin, Amadou Hampâté-Bâ nous montre Vangrin, l'Africain rusé, qui berne les, je cite, dieux de la brousse, messieurs les administrateurs coloniaux. Fin de citation. Ou Sonny Laboutancy, dans La vie et demie, son roman le plus connu, fait la satire de l'Afrique postcoloniale, et une satire tout à fait savoureuse. Toutefois, si on examine cette question de la satire et de l'humour, il faut reconnaître que la première génération des écrivains francophones africains a un ton, une tonalité souvent assez sombre. Lors d'une conférence de l'African Literature Association à Fès en 1988, Boubacar Boris Diop déplorait ainsi l'allure endimanchée et sombre de la littérature africaine francophone, parce qu'il la trouvait bien éloignée de la bonne humeur habituelle des Africains réels. Et il faut reconnaître que, par exemple, le beau livre de Cheikh Hamidou Khan, L'aventure ambiguë, n'appelle guère le rire. Il existe pourtant une littérature qui choisit d'évoquer la violence et l'injustice par le rire. C'est le cas, par exemple, du Pauvre Christ de Bomba, de Mongo Betty, paru en 1956. Donc, qui nous montre un Christ égaré dans une Afrique qui s'intéresse surtout au rite animiste. C'est le cas également beaucoup plus récent du roman d'Abdourahmane Ouaberi, Aux États-Unis d'Afrique, qui reprend le grand thème baroque du monde à l'envers, El Mundo al Revés. Les pauvres et les opprimés, magiquement transformés par le récit, deviennent les dominants du monde. Et donc, l'auteur s'en donne à cœur joie parce que tout est plaisamment renversé. Le premier chapitre nous présente, je cite, un caucasien d'ethnie suisse qui fuit la violence et la famine à l'ère du jet et du net. Et ce Yacouba, je cite, on nous le présente donc, est né dans une insalubre favela des environs de Zurich, où la mortalité infantile et le taux de prévalence du virus du sida, un mal apparu il y a bientôt 2 décennies dans les milieux interlopes de la prostitution, de la drogue et du stupre en Grèce, reste parmi les plus élevés. Fin de citation. Et donc la Suisse nous est présentée comme une succession de bidonvilles qui projettent leur miasme sur le monde extérieur. Et en Afrique, en revanche, la douceur des lieux se mesure aux rues magnifiques des villes où trônent des restaurants MacDiop et des cafés Sambok. Bien entendu, donc, les mouvements de population changent de direction et les réfugiés qui affluent vers l'Afrique sont des, je cite, caucasiens d'ethnies diverses et variées, autrichiennes, canadiennes, américaines, norvégiennes, belges, bulgares, britanniques, etc., etc. Et donc, le renversement va amuser le lecteur par ses effets de défamiliarisation.
Mais cette utopie comique cultive également une discrète satire. La présentation du luxe et de la domination africain permet en effet de souligner certains travers occidentaux bien réels. Revers du progrès africain, les valeurs de solidarité, de convivialité, de morale sont menacées, et donc l'égoïsme des riches populations africaines envers les immigrés euro-américains est patent. Certains théoriciens africains soutenant même que, je cite, « les États-Unis d'Afrique ne peuvent plus accueillir toute la misère de la terre ». Fin de citation. Bon, vous voyez, le renversement entre pauvres et riches nourrit comique et satire. Et pour parler, ça c'est la satire. Pour parler de l'humour, l'humour qui est, comme vous le savez, une sorte de pleurer-rire, pour reprendre l'expression d'Henri Lopez, on pourrait évoquer le roman de Ferdinand Oyono, le Camerounais, dans Le Vieux Nègre et la médaille, qui évoque l'aventure de Mecca, qui va être décoré d'une médaille pendant une grande cérémonie coloniale. On récompense Mecca de sa donation à la mission catholique de la terre de ses ancêtres et du don de ses fils à la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc le roman se concentre sur cet événement de la veille au lendemain et montre tous les préparatifs frénétiques de Mecca, qui sont aussi des préparatifs tout à fait amusants. Ça pourrait donner lieu évidemment à certains pathétiques, mais c'est traité avec le sourire. La cérémonie de remise de la médaille va correspondre pour le personnage à une parodie d'initiation qui est vécue durant l'âge mûr. Des heures durant, il va lui falloir se tenir debout à l'intérieur d'un cercle dessiné à la chaux, séparé de tous, souffrant dans des chaussures en cuir qui lui meurtrissent les orteils, accablé par le soleil qui tape sur son crâne chauve et torturé par une envie pressante. Et donc, au moment de recevoir enfin la médaille d'un rang inférieur d'ailleurs à celle que le chef des Blancs vient d'épingler sur la poitrine du Grec, qui est un voleur, un sadique, à ce moment-là, Mecca est encore plus embarrassé. Que faire si le chef des Blancs, au jabot humide qui lui rappelle sa fidèle truie, lui fait la bise, comme il l'a faite aux Grecs? Heureusement pour Mecca, il n'y aura pas de bise. Et c'est alors que toutes les souffrances de Mecca s'effacent devant la fierté d'avoir reçu la médaille. Je cite, « La médaille était bien là, épinglée sur sa veste kaki. Il sourit, leva la tête et s'aperçut qu'il chantait en sourdine, tandis que tout son visage battait la mesure. Il regardait encore la médaille. Il sentit que son cou grandissait. Oui, sa tête montait comme la tour de Babel à l'assaut du ciel. Son front touchait les nuages. Ses longs bras se soulevaient imperceptiblement comme les ailes d'un oiseau prêt à s'envoler. » Fin de citation. Et donc, ça continue comme cela. Et dans cette œuvre, donc, Oyono réussit à nous présenter l'aliénation d'un Africain colonisé qui est une victime pas tout à fait risible et vraiment sympathique d'un système colonial dont on ne nous cache aucun des ressorts les plus vils. Et vous voyez, cette satire et cet humour sont l'une des composantes véritablement importantes de la littérature africaine, et il serait dommage de s'en passer et de la taire. Enfin, dernier élément, et je vais aller très vite là, que permet une étude postcoloniale, une étude de la poétique des textes, c'est-à-dire une étude de la manière dont le texte se situe par rapport à sa culture. L'œuvre postcoloniale s'inscrit en effet dans une situation d'énonciation où coexistent différents univers symboliques, dont l'un, parfois, l'univers colonial, a été imposé et a été reçu comme modèle. Et dans cette situation de coexistence de divers univers symboliques, la construction par l'œuvre de son contexte est plus complexe et plus importante que dans une situation de monolinguisme relatif comme en France, par exemple. Donc pour l'auteur francophone, il s'agit toujours d'établir son texte dans un milieu instable, d'abord au plan linguistique, où les hiérarchies sont fluctuantes et où les publics sont hétérogènes. Et donc, il s'agit toujours par là de se rattacher à un contexte et d'exprimer l'identité qui naît de ce contexte, ou pas d'ailleurs, qui naît de ce contexte. Voilà, j'ai présenté rapidement les études postcoloniales. Je voudrais vous dire que depuis 2000, environ depuis 2000, certains critiques ont insisté sur le fait que les études postcoloniales connaissaient leur midlife crisis, leur crise du milieu de la vie. Et donc,
qu'elle semblait parfois épuisée. Plusieurs critiques ont été émises à l'égard de ce postcolonialisme. D'abord, la mise en cause de l'intellectuel postcolonial, c'est-à-dire qui serait engagé dans une gratifiante activité d'interprétation et qui serait complètement séparé des populations dont il parle. Les conceptions historiques postcoloniales ont été également critiquées parce que il semble qu'on ne puisse pas considérer, et beaucoup de critiques postcoloniaux ne le considèrent pas d'ailleurs, que la colonialité a été la même de 1492 jusqu'au XXe siècle. Et enfin, dernière critique, l'échec apparent des postcolonialismes a rencontré concrètement les solidarités des luttes anti-impérialistes. Et toutes ces critiques ont été résumées par beaucoup d'auteurs. Le plus virulent était Jean-François Bayard, En finir avec les études postcoloniales et les études postcoloniales, un carnaval académique. Je dirais simplement que Bayard a tout à fait raison pour ce qui concerne le domaine de la science politique. C'est un spécialiste de sciences politiques, mais comme vous le voyez, je pense vous l'avoir rapidement montré, la critique postcoloniale est intéressante pour le domaine littéraire parce qu'elle permet précisément de construire une histoire, une critique et une théorie qui soient aptes à prendre en compte la diversité et la spécificité des littératures africaines, comme d'autres d'ailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Marc Mauroy. Je pense qu'on va, à la lumière de ce qui vient d'être dit ici, nous avons vu cette belle balade aussi sur les questions posées par ces études littéraires, postcoloniales, la question de la langue, la question de l'histoire, la question de la poétique du texte. En réalité, comment se débattre même entre cette sorte de frein que nous avons dans la lecture de l'histoire coloniale et peut-être même de cerner dans quelle mesure l'aliénation même coloniale qui se trouve auprès des colonisés peut peut-être être au cœur des textes aujourd'hui de ceux qu'on appelle souvent les auteurs du Sud, même si je n'aime pas cette expression. Quel Sud? Parce que chaque pays a son Sud. Donc je pense fondamentalement qu'en les soulignant, vous faites très bien de faire également convoquer ces noms qui deviennent de plus en plus présents ici, comme ceux de Yono, d'Ampateba, et cet humour qu'on retient à travers les inversions, par exemple chez notre ami Abdoumaraman Ouaberi, où l'Europe prendrait pour un moment quand même la place de l'Afrique pour savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être dans la situation de ce continent, devient plus intéressant. Peut-être qu'il y a on peut prendre une ou deux questions, trois. Alors, je vais donner le micro à mon frère Mas, la menace.